suis le docteur Brigitte Tardy et je suis responsable du Centre de ressources et de compétences en hémophilie et maladies hémorragiques rares. Donc, nous, dans ce contexte, nous appartenons à une filière de maladies hémorragiques qui s'appelle la filière MEMO et nous participons au réseau France Coag qui permet le suivi des maladies hémorragiques et de leur traitement. Alors, à quoi correspondent ces maladies hémorragiques? J'ai essayé de faire quelque chose de simple. Pour comater une brèche vasculaire, il faut qu'un caillot se fasse. Et pour ça, on a besoin de différents acteurs, comme des petites cellules qui sont les plaquettes, mais aussi des facteurs qui vont permettre aux plaquettes de s'accrocher entre elles et de s'accrocher au vaisseau. Et puis, on a besoin des protéines qu'on appelle facteurs de la coagulation qui vont s'activer entre elles pour aboutir à la formation d'un caillot. Et si un des acteurs est défectueux, eh bien, on aura un allongement du temps nécessaire pour former ce caillot. Et on aura une anomalie sur certains bilans de coagulation. Alors, cette anomalie, elle peut être quantitative ou qualitative et portée donc sur un des facteurs ou parfois même sur plusieurs facteurs. La gravité est très variable en fonction de l'importance du déficit qui peut être partiel ou complet ou de l'anomalie moléculaire qui va entraîner un dysfonctionnement. On pourra donc avoir des thrombopénies, c'est-à-dire un chiffre de plaquettes bas, ou une thrombopathie, c'est-à-dire une anomalie du fonctionnement de la plaquette, soit sur sa membrane, soit dans les mécanismes d'activation interne. On pourra avoir une maladie de Willebrand qui, comme son nom l'indique, est un déficit en facteur Willebrand et qui est dans notre spécialité de loin la maladie la plus fréquente. Et puis, bien sûr, il y a l'hémophilie qui, quand elle intéresse le facteur 8, s'appelle l'hémophilie A, et quand elle intéresse le facteur 9, s'appelle l'hémophilie B. Cette hémophilie, elle peut être mineure à sévère, avec donc des expressions cliniques qui, en fonction de la profondeur du déficit, vont être complètement différentes. Et puis, on peut avoir des déficits plus rares en un autre facteur de la coagulation, sachant que les facteurs de la coagulation vont de 1 à 13. Qu'est-ce qui doit alerter le patient ou son médecin traitant et qui doit faire évoquer une anomalie de la coagulation? Bien sûr, c'est un bilan d'hémostase perturbé qui aurait pu être prescrit par le médecin traitant avec des allongements de temps de coagulation. Et puis, ça peut être des hémorragies provoquées, soit lors d'une chirurgie. Dans ce cas-là, le patient peut saigner pendant le geste, mais il peut aussi saigner à distance du geste, quelques jours plus tard, soit des hémorragies provoquées après un traumatisme qui ne paraissait pas si important que ça. Et puis, ces hémorragies peuvent être spontanées. Parmi ces hémorragies spontanées, on trouve les saignements de nez, qu'on appelle aussi épistaxis, qui peuvent être bilatéraux. On va saigner sur les deux narines ou en alternance sur l'une ou sur l'autre, récidivant et surtout très important, pouvant parfois conduire jusqu'à un méchage. On peut avoir dans les hémorragies spontanées des ecchymoses qu'on appelle aussi des bleus qui vont être très étendus. Ce n'est pas une petite pastille sur la cuisse, c'est vraiment des bleus très étendus. Et puis, ça peut se traduire par des règles très abondantes pour les femmes, pouvant même aller jusqu'à des épisodes d'anémie. Parmi les manifestations hémorragiques qui doivent alerter, on a les hématomes profonds qui sont tout à fait classiques dans l'hémophilie. Ça peut commencer par un choc, et on va prendre l'exemple d'un mollet, un choc ou une déchirure musculaire. Le sang va suffuser tout doucement, mais en continu, pendant plusieurs heures, jusqu'à pouvoir aboutir au stade d'un hématome intramusculaire important qui va venir comprimer les muscles, les nerfs ou les vaisseaux.
En fonction de la localisation, l'hématome peut avoir des conséquences graves, principalement si ça se trouve, si ça concerne la tête, le cou, la colonne vertébrale, mais aussi la fesse, l'abdomen, avec possibilité d'hématome du psoas, qui est classique chez l'hémophile, mais intéresser des muscles comme le quadriceps ou les muscles du mollet, qui vont venir avec un risque, quand l'hématome est important, de compression et de dégradation des tissus. Et puis, une autre manifestation qui est très classique dans l'hémophilie, ce sont les hémarthroses. Hémarthrose, ça veut dire qu'on saigne dans une articulation, c'est la membrane synoviale qui va saigner. Au départ, doucement, ça va se traduire par une certaine gêne et puis rapidement par une douleur qui va aller croissant en augmentant jusqu'à ce que la douleur devienne vraiment insupportable avec un gonflement de l'articulation, possibilité d'avoir une différence de chaleur entre les deux articulations au niveau de la peau. Alors, comme on voit ici au niveau du genou, l'hémarthrose peut être carrément très volumineuse ou un peu moins, comme ce qu'on peut voir au niveau du coude sur la photo. Le gros souci sur les articulations, c'est que ce sang va venir, surtout lorsque les saignements sont répétés, va venir dégrader le cartilage et quand ces saignements sont répétés, aboutir à la dégradation complète de l'articulation. Beaucoup d'hémophiles qui sont plus âgés et qui n'avaient pas les traitements anti-hémophiliques qu'on a à l'heure actuelle ont des prothèses multiples. Donc, il est important d'identifier l'anomalie pour faire un traitement adapté. Le principe du traitement, c'est facile, c'est corriger le déficit. On va le faire soit en préventif pour les hémophiles sévères, par exemple, dans la vie de tous les jours. On va apporter du facteur 8 1, 2, 3 fois par semaine pour éviter le saignement. Mais on va le faire aussi, et ça concerne les déficits, bien sûr les déficits sévères, mais aussi les déficits mineurs. En cas de chirurgie ou de geste invasif, pour prévenir le saignement, on va apporter le facteur manquant juste avant le geste, bien sûr, pour couvrir le risque hémorragique, mais aussi après le geste, pendant 10 à 15 jours. Et puis, en cas de traumatisme important, il est bien sûr important, même pour les déficits mineurs, de rapidement venir corriger le déficit pour éviter le saignement. Et puis, en curatif, en cas de manifestation hémorragique, on apporte le facteur manquant. En ce qui concerne l'accouchement, le diagnostic de l'anomalie va déterminer les modalités de l'accouchement. Il faut qu'on sache si à une femme donnée, on est autorisé ou pas à mettre en place une péridurale, par exemple, et s'il est possible pour certaines d'entre elles de venir corriger le déficit pour assurer la sécurité de la péridurale. On veut aussi savoir, en ce qui concerne l'accouchement, si on a la possibilité de faire une manœuvre instrumentale sans risque pour l'enfant. La transmission de l'hémophilie, elle est liée au chromosome X. Alors, si vous prenez le petit schéma de droite, on va prendre le cas d'un homme qui est porteur de l'hémophilie, son chromosome X sexuel X est porteur de l'hémophilie, et puis parce que c'est un homme, il a un chromosome Y. Une femme a 2 chromosomes XX. Si cet homme est porteur de l'hémophilie, quand il aura un garçon, il va donner son Y, et par conséquent, tous ses fils seront indemnes pour l'hémophilie. Les fils d'un hémophile ne sont pas hémophiles. Par contre, quand il aura des filles, il va donner son X, ça veut dire que toutes ses filles seront conductrices. Et il faut savoir qu'y compris les conductrices d'hémophilie peuvent être considérées dans certains cas, en fonction de leur taux de facteur 8 ou 9, comme des hémophiles mineurs.
On va prendre maintenant le cas d'une femme sur le schéma de gauche qui est conductrice d'hémophilie. Si elle a un fils, elle peut donner soit le X malade, soit le X sain. Si elle donne le X malade, son fils sera hémophile. Si elle donne le X sain, son fils ne sera pas hémophile. Et c'est la même chose pour ses filles. Si elle donne le X malade, ses filles seront conductrices. Si elle donne le X sain, ses filles seront indemnes pour l'anomalie. En sachant bien sûr que, je dis ici, elle donne, mais tout cela se fait au hasard. Et puis, dans un tiers des cas, il faut quand même savoir que l'hémophilie n'est pas héréditaire. Elle reste constitutionnelle, mais elle n'est pas héréditaire. Ça veut dire que dans la famille, il n'y avait pas de cas avant. Le père n'avait pas d'hémophilie, la maman n'était pas conductrice, et c'est ce qu'on appelle l'hémophilie de novo, et pour laquelle le diagnostic peut être assez retardé dans la mesure où on n'a pas de contexte familial de manifestation hémorragique. En ce qui concerne la transmission de la maladie de Willebrand, elle est autosomique, elle est non liée au sexe, donc, et elle est dominante. Si on prend le cas du monsieur d'en haut qui est porteur de ce déficit, il a un risque sur 2 d'avoir une fille ou un garçon porteur de la maladie de Willebrand. Ensuite, si on a 2 personnes qui sont 2 personnes faiblement atteintes, avec des formes mineures, mais qui ont un enfant, on a un risque sur 4 d'avoir une forme grave de la maladie de Willebrand. Alors, je vous ai pris ces 2 cas parce que ces 2 maladies, parce que c'est quand même celles qu'on a le plus souvent à prendre en charge. Le principe du traitement de l'hémophilie, c'est de rééquilibrer la balance hémostatique. On veut aboutir à un équilibre comme sur le schéma de droite. Sur le schéma de gauche, on a un déséquilibre en un des facteurs. Et si on prend l'exemple du traitement de l'hémophilie, il manque du facteur 8 ou du facteur 9 et on a ce déséquilibre. Alors, on a le choix. Soit on apporte le facteur manquant, et on rajoute du 8 ou du 9 en fonction de ce qui manque. Soit on va aller neutraliser un des inhibiteurs de la coagulation. Parmi ces inhibiteurs, on a le TFPI, qui intéresse plus particulièrement notre centre, on a l'antithrombine et la protéine C. Donc, en neutralisant ces freins, eh bien, on arrive à rééquilibrer la balance. Les facteurs à disposition actuels, c'est des facteurs 8 ou 9 standards et qu'on a quand même maintenant depuis une trentaine d'années, qu'on injecte en intraveineux, en préventif, je vous ai dit 1 à 3 fois par semaine en fonction du patient. On a aussi maintenant des facteurs 8 ou 9 avec des demi-vies plus longues, c'est-à-dire qu'on va pouvoir diminuer la fréquence des injections. Et puis, on a un médicament intéressant, mais qui ne concerne que l'hémophilie A, qui est un anticorps bispécifique qui va mimer l'activité du facteur 8, c'est-à-dire qui va jouer son rôle. Ce n'est pourtant pas du facteur 8, mais il joue son rôle. Et le gros intérêt de ce traitement, c'est qu'il peut être injecté en sous-cutané 1 fois par semaine ou 1 fois tous les 15 jours, ce qui allège beaucoup la lourdeur du traitement des hémophiles. Et puis, en voie de développement, il y a des neutralisants des inhibiteurs dont je vous ai parlé plus haut, et en particulier l'anti-TFPI, avec là aussi comme intérêt des injections sous-cutanées. Et puis, dans un futur très proche, parce que les essais sont plutôt concluants, nous avons la thérapie génique qui n'a pas encore l'AMM en France, mais ça ne saurait guère tarder. C'est-à-dire qu'on va injecter ce petit fragment d'ADN qui ne fonctionne pas bien, qui fait que le facteur 8 ou 9 est mal synthétisé. On va mettre ce petit fragment d'ADN dans un vecteur et injecter ça par voie intraveineuse pour que le foie fabrique du facteur 8 ou du facteur 9 qui soit normal. Alors, notre structure au CHU, on a une activité de soins avec une consultation pour le diagnostic et aussi pour le suivi des traitements, mais aussi pour les enquêtes familiales, pour dépister les sujets atteints
par le même déficit dans une famille. On a une activité de conseil et de suivi des traitements en différentes structures pour la prise en charge des patients porteurs de ces anomalies, tout particulièrement en cas de chirurgie. On leur fournit des protocoles et on assure le suivi. Et puis, nos services d'urgence, aussi bien pédiatriques et adultes, sont formés à la prise en charge des maladies hémorragiques. On a aussi une activité de recherche en lien étroit avec le Centre d'investigation clinique, l'unité de recherche INSERM Symbiose et la faculté de médecine. Une autre activité de recherche, elle concerne une recherche qui est carrément initiée par notre équipe, et en particulier à la faculté de médecine, au laboratoire DVH, on conduit actuellement un travail sur l'étude in vitro, c'est-à-dire dans des tubes, qui évalue la capacité d'un anti-TFPI à restaurer la formation de caillots d'un patient hémophile. Et on étudie comment il génère une molécule qui est très importante, qui est la thrombine, et on analyse la qualité du caillot en microscopie électronique. Et puis, au centre de traitement de l'hémophilie, plus une recherche plus clinique, on évalue la perte osseuse chez les patients hémophiles. Cette étude, elle s'appelle Phileos. Le facteur 8 et le facteur 9 n'ont probablement pas qu'un rôle dans l'hémostase et ont probablement un rôle sur la formation ou la destruction de l'os, qui fait que les patients hémophiles ont une densité osseuse qui semble bien moins bonne que des patients non hémophiles. Cette étude, on la mène en collaboration avec la rhumatologie. C'est une étude européenne. Et c'est une étude cas témoin, c'est-à-dire qu'on prend un hémophile qu'on apparie à un volontaire avec un indice de masse corporelle et un âge à peu près identique. Et on regarde donc la prévalence de l'ostéopénie et de l'ostéoporose dans ces deux groupes. Donc, j'en profite pour refaire un appel à volontaires. On cherche des hommes en bonne santé qui ne prennent pas de traitement anticoagulant ou antiagrégant et qui ont entre 20 et 60 ans. Et puis, bien sûr, on participe à des études aussi bien industrielles qu'institutionnelles qui sont initiées par d'autres centres. Donc, je vous ai mis ici les coordonnées pour nous joindre. Et vu que je pensais que cette communication s'adressait plus aux patients et éventuellement à leurs médecins, c'est des numéros qui peuvent rendre service si il y a une suspicion de maladie hémorragique. Voilà, je vous remercie et bonne journée à tous.